Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Bienvenue sur Mon Pas de Côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt ? Prête à raconter ton pas de côté ? C'est parti. Bonjour Claudia. Bonjour. Ravie d'être dans ton studio chez Chalaome aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps peut-être te présenter toi ? Alors, je m'appelle Claudia et je suis à la base publiciste. J'ai fait une carrière en communication. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de communication, des agences. Et voilà, et après, je suis devenue professeure de yoga, je suis maman de 2 enfants, je suis d'origine mexicaine et j'habite en France depuis 2018. Ok. Finalement, tu l'as dit, tu viens du Mexique, mais plus précisément, tu viens d'où ? Je viens de Mexico. Mexico, c'est une grande ville. C'est très effervescent comme ville. Et c'est vrai que je suis habituée à vivre, à habiter dans des grandes villes. Donc, Paris, j'adore Paris. Mais à la fin, c'est vrai que j'ai cherché, pour ça que j'habite aujourd'hui à Versailles, j'ai cherché un peu les verts et rester pas forcément dans les brouillards, enfin, au milieu de tout ce que c'est pour une grande ville comme Mexique ou Paris. Et tu as grandi comment là-bas ? J'ai grandi à Mexico dans une génération, je pense que les personnes qui habitent ou qui viennent d'Occident, c'est relativement pareil dans le sens que je suis grandi dans une famille catholique, enfin, en tout cas catholique, et pas de façon pratiquante, de façon orthodoxe, mais voilà, catholique finalement. C'est quoi une famille catholique ? Et oui, c'est ça. Une famille catholique, après, c'est pas la même chose. Hein. Catholique, c'est une religion, on va dire que la religion et catholicisme, mais c'est vrai que quand je vois l'approche qu'il y a les gens pour avoir en France, au Mexique, ou même en République tchèque, parce que j'habite en République tchèque, c'est relativement différent. C'est fou. Par exemple, au Mexique, on met beaucoup l'accent avec les saints. Les vierges. Et donc, il a vraiment tout un attachement différent à la musique aussi. Et en France, par exemple, c'est plus important la chorale, la communauté. Et vraiment, finalement, je suis, mais pas comme au Mexique, avec l'accent dans les sons. Donc, voilà, je suis grandie là-bas. Et je suis fille unique. Ouais. Donc, avec mes 2 parents. Et je pense que le fait de ne pas avoir de frères ou sœurs, ça m'a permis de me créer un espace, une imagination plus large que des autres enfants. Et j'étais, entre guillemets, toujours dans mon petit monde, mais très heureux. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'étais une enfant heureuse. J'ai profité beaucoup de jouer à la rue. Enfin, à la rue, c'est-à-dire qu'on a fait du vélo, des patinages, tout ce type de choses, des activités. Vraiment, dans un espace qui était à côté de la maison. Et dans cet environnement, donc mexicain, catholique, fille unique, tu t'es construite avec quelles valeurs ? La solidarité, parce que Ouais. je pense que le Mexique, c'est un pays, comme beaucoup de pays en Amérique latine, il est rempli de qualités, il est surtout l'approche de personnes. Par contre, on n'a pas malheureusement un soutien du gouvernement et de façon assez marquée en rapport
la sécurité, un rapport l'éducation, un rapport la santé aussi. Donc, ils sont des choses importantes. Et donc, de façon que les Mexicains, c'est pas que moi, je pense, je me permets même de dire que si tu crois aux Mexicains, on a les valeurs de la solidarité très ancrées en nous. Donc, c'est vraiment bizarre qu'on passe à côté de quelqu'un et qu'on ne fait pas un coup de main. Donc, il a beaucoup la solidarité, je pense. Et il a aussi, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que les Mexicains, en tout cas moi, la façon comme je me vois, j'ai grandi, il a toujours la joie. Rire, c'est important. Rire, c'est important. Ouais. S'amuser, c'est important. Si on ne s'amuse pas, c'est pas vrai. Pour moi, c'est un monde un peu gris. Oui. Donc, c'est la joie, la solidarité. Oui. Tu vois autre chose? Oui, je pense la honnêteté, la transparence, que c'est marrant parce que justement, je viens d'un pays où nous sommes très chaleureux. Ouais. On approche très facile, un approchement facile entre guillemets, nous sommes très chaleureux. Mais en même temps, il a une sorte on n'est pas forcément à l'aise à dire non. Donc parfois, si on fait une invitation, un endroit ou quelque chose, on dit soit de façon mécanique, soit pour ne pas dire non, et oui. Et en fait, parfois, on a mal justement avec avec la transparence. C'est vrai qu'en tout cas, mes parents, la façon comme je suis grandie avec mes parents, dire la vérité, même si parfois c'est pas facile, c'est important et c'est la façon comme j'essaie de vivre, c'est ça, en solidarité avec ma famille, en solidarité avec mes amis, les autres. C'est vrai que j'essaie de m'entourer de personnes qui sont joyeuses, qui rigolent, qui s'amusent. Et pour moi, voilà, ça, la transparence est importante dans une personne. Et petite, tu avais envie de faire quoi plus tard? C'était quoi le métier que tu voulais faire plus tard? Danseuse, et que c'est ça peut-être que ça c'est un peu collé après avec la danse. Alors moi, j'ai fait la danse classique depuis 8 ans jusqu'à 18, 19 ans. Donc j'essayais de faire justement, j'ai fait l'examen, l'audition pour entrer à l'École nationale des arts au Mexique. Donc j'ai réussi pas entrer. Ça, c'était quand j'avais vers 16 ans. Mais voilà, je continuais à me former. Et après, voilà, il avait le moment de décider si faire une école des arts ou faire une autre chose. Et j'étais très mêlée. Donc, et finalement, j'ai choisi de ne pas continuer la danse. Alors, la danse, finalement, comme tous les métiers, sont des choses où il faut s'investir. Oui, bien sûr. Mais c'est très exigeant aussi. Et il a une exigence parfois, et je te parle encore, enfin, de nouveau de Mexique. On va dire que parfois, je pense qu'on ne se prend pas forcément la tête, ou dans le sens que tu peux trouver des cultures plus exigeantes, plus disciplinées. Mais quand même, il était très, très sollicité. Donc, et en vue, voilà, l'ambiance, j'ai pas trop accroché à la fin. Et en plus, je me fais mal en fémur, côté gauche. Et donc, c'était un peu l'ensemble de tout qui finalement m'a mené à le choix de prendre un autre chemin. Je ne savais pas lequel. Je savais que la communication, pour moi, c'est quelque chose qui est important, ou en tout cas, où je me sens à l'aise. D'accord. Mais je ne savais pas de quelle façon. Et comment tu y allais alors dans la communication? Bon, en fait, juste en parenthèse, quand j'ai pensé justement à ton podcast, Les Pas de Côté, en fait, aussi, j'ai commencé à réfléchir pourquoi où je suis aujourd'hui, c'était grâce à tac. Et en fait, je pense que pour moi et pour beaucoup de personnes qui ont fait un pas de côté, c'est pas le résultat d'une chose. Finalement, parfois, c'est le résultat de plusieurs choses enchaînées, de telle façon que nous amène où on est. Alors, moi, parce que, en fait, c'était un peu par hasard. C'est-à-dire qu'il avait une école très connue, qui je pense que jusqu'au présent, il est très réputé dans la communication digitale, qu'à l'époque, je te parle des années 2000. Ouais. C'était, waouh, digital, mais qu'est-ce que c'est ça? Il était très connu.
Et donc, j'avais un petit copain il était, voilà, publiciste à la communication. Il avait fait cette école. Et donc, il m'a dit, bah, viens, si tu veux un jour, je te présente à mes professeurs. Ok. Parce que c'est une communauté assez cool. Et donc, un jour, dans une soirée, j'ai rejoint l'équipe des professeurs. Et en fait, en vu l'ambiance de l'école, j'étais plus attirée pour l'ambiance que pour les métiers, pour les métiers vraiment. D'accord. J'étais pas encore très claire de quoi faire. Mais en tout cas, moi, ça me dit, la communication digitale, apparemment, c'est le futur, pourquoi pas. Et ça, je pense que c'était l'ensemble qui m'a fait pris la décision que j'ai prise. Donc finalement, tu arrives là-bas, ce que tu vois, c'est beaucoup de joie, de personnes qui se réunissent. Entre élèves et professeurs, il y a quelque chose d'égal à égal où on peut échanger de façon facile. Et c'est ça qui t'attire? Ce qui m'attire, c'est que je me sentais effectivement à l'aise dans cette ambiance très opposée à la danse, que c'était beaucoup plus rigoureux, avec beaucoup critique. Ouais. Je pense que je sentais qu'on pouvait plutôt s'exprimer comme on souhaitait. Est-ce que ça m'est plu de cette ambiance? Oui. Et donc, tu t'es lancée dans la pub, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà, Au Mexique. J'ai resté dans ce monde depuis beaucoup de temps, depuis les années 2000. J'ai fait mes études. Après, j'ai fait un master en communication en 2006. Et après, je me suis vraiment arrêtée dans le monde digital en 2017. Non, 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je suis maman, comme je disais tout à l'heure, de 2 enfants. Oui. D'une petite fille qui aujourd'hui, elle a 8 ans et un petit garçon qui a 6 ans. Et donc, j'ai envie d'être maman. Et donc, l'arrivée de ma fille était assez compliquée. Alors, à dire que pour moi, la maternité, c'est un cap que je vois aujourd'hui pour moi et vers les autres femmes, que c'est assez puissant dans la vie d'une femme. Mais c'est plus challengeant quand ces bébés arrivent avec un problème de santé, que c'était mon cas en fait. Et donc, je pense qu'avant de devenir maman, moi, je n'étais pas forcément convaincue de l'idée, parce qu'en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui essaie des choix de vie importantes, de me poser la question et me questionner pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait. Dans la maternité, en tout cas, pour moi, ce n'était pas une évidence. Moi, je vais me marier, je vais faire des enfants, non. Et donc, les jours que je me suis dit, bon, oui, je me sens prête, je pense que j'ai envie de faire ce chemin. Et je m'ai mis à fond. J'étais très contente, j'ai profité beaucoup de ma grossesse, mais à la fin de la grossesse, effectivement, j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas bien. Il n'était pas bien. Les médecins ont confirmé, finalement, à la naissance de ma fille, elle est née avec ce qu'on appelle une atrésie d'œsophage. D'accord. Il y a plusieurs types. Globalement, une atrésie d'œsophage, c'est quand l'œsophage est lié au estomac. Donc, ce n'est pas compatible avec la vie, sauf qu'on fait une chirurgie. Le problème avec elle, c'est qu'elle était opérée, donc tout est bien passé. Heureusement, elle n'était pas une fille qui était nourrie de façon externe avec un sonde ou des choses comme ça. Mais je pense que pendant cette période de ma vie, j'ai appris à m'écouter. C'est-à-dire que les mamans, on est en cœur des mamans. Et donc, les médecins toujours disaient, tout va bien, madame. Et je savais que non, qu'il avait quelque chose qui n'était pas bien. Tu sentais qu'il y avait un problème. Je sentais qu'il avait quelque chose. Tu vois que ton bébé ne prend pas beaucoup de poids, la couleur de sa peau. Après, quand tu démarres ta maternité, bien sûr, comme tous, on apprend sur les chemins. Donc, il n'a rien écrit. Mais c'est important, effectivement, ou en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup confiance à cette période de ma vie, de me faire confiance et m'écouter. Et malheureusement, je n'ai jamais me trompé avec elle. Donc, on était au Mexique à cette époque. J'ai fait la publicité, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 2016. De Mexique, j'ai déménagé en République tchèque. Je travaillais en Allemagne, en République tchèque. Mais avec la naissance de ma fille, j'ai envie de rentrer au Mexique. Donc, je rentre au Mexique, elle est là-bas. Je suis mariée avec un Français, donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est le moment d'aller en France un jour. Et donc on s'est dit, allez, on y va. Donc on arrive en France en 2018,
je suis arrivée enceinte de mon deuxième enfant. Et donc, quand ma fille, elle n'était pas bien, et on a entré en équerre. Et donc, à partir de là, elle était suivie, elle a suivi plusieurs chirurgies. Parce qu'on sait jusqu'à présent si c'était une deuxième malformation qu'elle avait ou si la première chirurgie, quelque part, elle a reproduit un deuxième problème. Et donc, il a touché sa trachée. Donc, il avait déjà un problème sur l'œsophage. Et en plus, il a développé ou il avait un deuxième problème dans la trachée, qui de nouveau, c'était pas compatible avec la vie parce qu'il avait ce qu'on appelle une fistule trachéo-œsophagienne, c'est-à-dire qu'il avait un pont entre l'œsophage et la trachée. Donc, tout ce que, voilà, il mangeait, quelque part, tombait sous les poumons. Et les poumons sont faits pour respirer, pour recevoir la nourriture. La nourriture, bien sûr. Oui. Donc, il était en homéopathie tout le temps et on traversait, je pense que 3-4 années très compliquées avec elle. Chirurgie, entrée à l'hôpital, sortie. C'est lourd. C'était lourd, oui. Et voilà, donc... Comment tu l'as vécu, toi, en parallèle, ça? J'étais très frustrée, j'étais très en colère. Et il me semblait que c'était pas juste. Je pense que c'était un moment de ma vie où je me suis dit, effectivement, t'entends parfois que la vie n'est pas juste. Mais j'avais l'impression que j'ai vécu vers moi-même ces mots, la vie n'est pas juste. Pas parce que c'était moi la maman et qui passait, non. En fait, moi, je toujours me posais la question, pourquoi elle? Tu vois, mais pas pourquoi moi? Parce qu'en fait, finalement, quand un enfant arrive au monde dans un passage comme celle-ci, en fait, pourquoi? Et en fait, il n'a pas réponse. Non. On peut se poser 1000 fois la question, mais on n'a pas de réponse. Par contre, après, ce que je me suis dit, c'est pour faire quoi? Oui. Et là, si je pense que j'ai eu comme je disais tout à l'heure, pas d'une façon, pas le lendemain, mais je pense que de façon doucement, il m'a mené au chemin que j'ai aujourd'hui, que je suis finalement fondatrice d'un studio de yoga et je suis professeure de yoga et qu'il m'a permis, à travers tous ces chemins, construire ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que dans cette période de ma vie, comme j'avais ma fille, comme j'ai dit, elle était malade, on venait d'arriver en France, mon français, il était très limité. Donc c'était un peu comme, voilà, enfin bon, tout en même temps, l'arrivée de la petite, comme ça, apprendre une nouvelle langue, faire un peu des amis, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est très important de les socialiser, j'aime bien les gens. Ouais, la valeur amitié aussi est très importante pour toi. Oui, et donc j'étais un peu isolée, enceinte d'un deuxième enfant, donc c'était très dur. Et la unique façon que j'ai trouvée pour me sortir de cette période, c'était à travers la méditation et le yoga. Juste pour revenir un peu en arrière, quand j'ai habité en République tchèque, comment est-ce que le yoga a entré dans ma vie? Oui. Quand j'étais en République tchèque, C'est bien, tu fais les questions, les réponses. Non non, parce qu'en fait, ça fait justement les chaînements. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis souvent quand on me demande est-ce que j'ai des choses à préparer pour cet échange. Je dis, tu es experte de ta vie, donc... Bah si. Donc, il n'y a pas grand-chose à préparer, tu sais. Non, parce qu'effectivement, comment j'arrive au yoga, c'est oui. parce que quand j'habitais en République tchèque, enfin, je quitte le Mexique avec mon amoureux, on part tous les deux au jeune, un nouveau pays, ok, mais moi j'avais quand même déjà une petite carrière au Mexique développée. J'ai déménagé en République tchèque. C'est pour suivre ton mari? Oui, je parlais pas tchèque, mon anglais je me suis rendu compte qu'il était très limité, donc il fallait s'occuper. Donc on a mis, bref aussi, un ami, mais il m'invite à un cours de yoga et depuis la première fois, justement quand j'ai dansé, c'était en fait comme expérience bizarre parce que tu sais, c'est comme quand tu sens quelque chose, ça te rappelle quelque chose. Pour moi, voilà. Pour moi, en tout cas, quand j'ai fait la première séance de yoga, moi, c'était comme ça, sensation de sentir quelque chose qui te rappelle. Donc, j'ai adoré la sensation de travail corporel, etc. Mais c'était pas quelque chose, voilà, c'était un hobby. Donc, j'ai continué à travailler et j'avais mon activité de yoga à côté, mais juste comme ça. Pour enrichir ma pratique, j'ai fait en 2013 une formation en Thaïlande. Je pars, j'ai fait mes formations. Mais c'est vrai que là-bas,
Je pense que c'est la première fois que je me suis rendu compte de la puissance de la pratique. Parce que tu es un mois, entre guillemets, isolé, tu pratiques beaucoup pendant toute la journée, tu fais des méditations, tu manges différent, tu échanges avec beaucoup de personnes qui aiment bien les mêmes choses que toi. Et donc, je pense que c'était la première fois où la pris une place importante, au plus sérieux, on va dire. De façon que quand je rentre au Mexique, et avec toutes ces histoires que je viens de dire, je me suis dit, bon, j'ai un petit diplôme de prof, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais justement, le yoga allie le corps et l'esprit avec toute la spiritualité qu'il y a autour du yoga. J'imagine que ça a dû beaucoup t'apporter aussi dans tous ces bouleversements que tu as pu vivre. Tout à fait. Oui, parce que tu as beaucoup de questions philosophiques, spirituelles, et que finalement, je me suis rendu compte, je pense, qu'il y a beaucoup de réponses qu'on a dans nous-mêmes, en fait. Parfois, il y a des questions qu'on pose aux autres, qu'on pose à quelque chose, à quelqu'un que tu crois. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Je suis pas attachée dans une religion, mais que tu n'arrives pas à décoder et que peut-être, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas les réponses, mais que, à travers le temps, tu l'aurais en douceur. Et donc, on en arrive justement à cette pratique de plus en plus développée. Avec ce diplôme, je te vois partir là. Tu penses à quoi? Non, je pensais justement dans les formations après Thaïlande, qu'est-ce que j'ai fait. Et après, comme je suis rentrée au Mexique, j'ai envie d'être maman, j'ai fait une deuxième formation de prénatal. Et après, c'est Maya qui est arrivée, et ma fille. Et on a resté au Mexique, elle est née là-bas, et on est resté un an et demi. Et donc, avant de quitter mon pays, je me suis dit, bon, alors je fais une petite dernière formation, mais je ne savais pas que j'étais enceinte déjà. Donc, j'ai fait une formation en fond, enceinte déjà de mon deuxième fils. Et donc, j'arrive en France et avec toute cette cape compliquée. Et je ne pourrais plus rentrer en fait à travailler dans le marketing digital, enfin, en tout cas dans une boîte à temps complet, parce que quand ton enfant est en contexte de cette taille, tu ne sais jamais dans quel moment tu vas partir à l'hôpital avec les médecins, etc. Donc, tu ne peux pas t'engager dans son emploi. Donc, je me suis dit, alors bon, je vais créer un emploi en mon temps. Et donc c'est là que tu as décidé de monter ton studio, ton affaire. Non. En fait, au départ, j'ai fait des projets freelance, encore de communication. D'accord. Mais juste un projet freelance. Et après, je me suis rendu compte qu'avec toutes les formations que j'avais, et que c'était très bien, mais qu'il fallait, si vraiment j'ai envie de faire métier en tant que professeur de yoga en France, il fallait se faire comme tous les métiers, d'un réseau, de se réformer entre guillemets, parce que moi j'étais déjà formée, mais qu'il fallait peut-être aussi connaître l'approche un peu à la française. Alors, c'est pas que le yoga il est à la française, non, mais c'est vrai que quand je vois en fait avec la photo externe de comment j'ai pris le yoga ou comment j'ai connu le yoga dans tous les pays que j'ai vécu avec les différents professeurs, bien sûr que le yoga, ça reste le yoga, mais il a des approches légèrement plus différentes. Par exemple, en Allemagne, en République tchèque, ils sont très ancrés dans la technique. D'accord. Et il a beaucoup la rigueur, le dynamisme. Donc, il n'y a pas beaucoup cette connexion d'espace intérieur et spirituel. En tout cas, ce que tu as vu, toi, ce que tu as expérimenté, oui. En France, par exemple, il y a parfois, ce n'est pas forcément la tradition dans la philosophie, dans toute la partie sanscrite. Parfois, en fait, tu peux voir affiché yoga dynamique, yoga doux, power yoga, donc dans l'essence de yoga, ça n'existait pas forcément. Enfin, il n'existait pas yoga dynamique ou doux. Le yoga, c'est juste qu'après, à travers l'histoire du yoga, on a différents styles et on sait tout le monde que l'ashtanga, par exemple, ça va faire assez carré rigoureux, mais ce n'est pas dynamique. On sait déjà que c'est dynamique.
Il y a une autre approche comme le Yin Yoga qu'on sait que ça ne sera jamais dynamique parce que l'essence de la pratique, c'est justement l'introspection, la mobilité. Donc ça, c'est les 2-3 petites choses que j'ai trouvées en France un peu différentes. Mais de nouveau, ce n'est pas qui sont des différences positives ou négatives, c'est juste que j'imagine, chaque culture intègre de façon différente. Et aussi, j'imagine que le yoga, on l'incarne chacun à sa propre façon aussi. Qu'est-ce que le yoga pour toi? Comment tu l'enseignes? Quel sens ça a pour toi, tout ça? Alors, pour moi, le yoga, c'est marrant parce que pour moi, c'est comme une personne. Oui. Moi, j'ai l'impression que parfois, quand je pars ou je pense au yoga, je pense à une personne. D'accord. C'est un maître pour moi. C'est mon maître. Mais c'est un maître qui finalement, il vit aussi chez moi. Et c'est pour ça que j'essaie, en tout cas l'approche, comme j'enseigne en cours, j'anime un cours de yoga. J'ai parfois, parce que mon français, finalement, ce n'est pas ma langue maternelle, donc j'ai les limitations de la langue, mais j'essaie d'utiliser mon corps, les sensations à travers mon corps et la technique, et l'intégration finalement de tous les professeurs que j'ai eus pour amener aux élèves à comprendre les mouvements. C'est hyper important pour moi, la mobilité, la connexion avec son corps, parce que si on ne connecte pas avec le corps, la tête part à la réunion que j'ai à 18h, à récupérer les enfants, ou à la mentale. Oui, voilà, c'est ça. Ou la copine d'ici à côté, il fait les pieds jusqu'à haut et moi, j'arrive pas. Donc, c'est vraiment cette petite file qui essaye, ou j'essaye que les personnes trouvent chez eux-mêmes et qui aussi connectent quand même avec cette partie bienveillante qu'on a tous chez nous-mêmes, mais aussi qu'ils se défient. Parce que pour moi, dans la vie, il n'y a rien. Si on n'a pas un effort derrière quelque chose, pour moi, aussi. Je pense que si on revient encore une fois aux valeurs, je pense que l'effort pour moi, c'est important. Le travail, c'est important. Qu'on dit, je ne sais pas, il est en cours de chercher une application pour apprendre français en 10 jours ou les russes. Je ne suis pas sûre si vraiment on va réussir à apprendre en 10 jours. Toi, vraiment, je pense que les choses qu'elles vont, ou en tout cas les résultats, les bons résultats, parfois ça prend du temps, ça prend de l'effort. Il y a un processus sur lequel tu ne peux pas faire de raccourcis. Et oui, c'est ça. Et je pense que pour le yoga, c'est pareil. Parce que quand je pense aujourd'hui à ce que, comme j'ai vu à l'époque, enfin moi, je me souviens à l'époque, en République tchèque, les Tchèques, ils boivent beaucoup l'alcool, beaucoup la bière surtout. Mais je pense que la bière, elle est moins chère que l'eau. Donc moi, je me souviens à l'époque, j'ai fumé, j'ai sorti d'un cours de yoga, j'ai fumé, j'ai ouvert une bière. Donc je ne vais pas juger une personne pour faire ça, non. Mais c'est vrai que pour moi, quand je me vois ces photos de moi-même, je pense que le yoga, il était plutôt une activité physique et que c'est super. Parce que finalement, c'est un pas, tu vois, qu'il t'amène doucement. Aujourd'hui, pour moi, bien sûr que je peux prendre bière de temps en temps, je ne fume plus, mais je pense que le yoga, finalement, t'amène dans une voie de vie qui te réveille, te fait plus conscient de tout ce que tu fais, tout ce que tu consommes, tout ce que tu fais chez toi-même. Pour moi, effectivement, je savais que les fumer, ce n'était pas bien, donc je le fais plus. Je respecte plus mon corps. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver aujourd'hui à l'ouverture de ton studio? Tu n'en as pas encore vraiment parlé de ce studio d'ailleurs, mais ce que je te propose, c'est peut-être justement de voir les éléments qui t'ont permis dans toute cette avancée de vie, ce qui t'a permis de le créer, et puis après, si tu peux un peu en parler. Oui. Ben, comme j'ai dit justement, comme j'avais des petits projets freelance, et je voyais que ce n'étaient pas des projets qui m'ont permis de m'épanouir professionnellement, c'était juste une petite mission avec un petit revenu. Et j'aimais ce que j'ai fait, mais ce n'était pas forcément ma passion, tu vois. Qu'est-ce qui te manquait? Je pense que le résultat est de façon plus claire de mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait un cours de yoga, je vois comment les personnes sortent. Je sens son énergie. Et tu sais que tu laisses quelque chose, tu donnes quelque chose aux autres. Quand tu fais une campagne de marketing digital, une stratégie digitale, tu sais que tu vas faire gagner de l'argent en entreprise.
que c'est bien, enfin, c'est un travail aussi, c'est un métier. Et j'ai beaucoup aimé toujours mon travail. Mais le résultat, c'est différent. Voilà, le résultat dans le yoga, c'est plus humain, je pense. Et c'est ça ce que ça me manquait. Comment je suis arrivée à faire ce que j'ai fait? Bon, j'habite à ici les Moulineaux quand je suis arrivée en France et j'ai déménagé à Versailles en 2022, je pense. J'ai cherché des cours de yoga qui me convenaient. Je ne les trouvais pas. Et alors, je me suis dit, bon, alors je vais les faire pour moi-même. Donc, j'ai cherché des studios. Je n'avais pas de sous en plus. Donc, c'était compliqué, c'était ça. Et pour louer une salle, pour louer un endroit, donc j'ai trouvé finalement une personne qui avait déjà un studio, mais avec une offre complètement différente de ce que j'avais dans la tête. Donc je lui ai présenté mon projet, et il aimait, et il m'a dit, bah vas-y. Donc j'ai commencé avec des petits cours, et j'ai loué juste la salle par heure. J'ai proposé les cours, mais avec une offre un peu familiale et aussi pour adultes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des yoga vinyasa, mais aussi prénatal, postnatal et yoga pour enfants, que finalement, c'est un peu les parcours qu'est-ce que j'ai fait aussi dans ma propre vie. Oui. J'ai fait prénatal, postnatal. Et après, c'était à bouche-oreille que doucement, les personnes commençaient à venir. Et après, je pense que c'était vers l'été, que je commençais à avoir des cours avec une petite liste d'attente. Et là, je me suis dit, ah bon, et si je prends plus de serres, des créneaux. Donc bon, finalement, j'ai fait de nouveau un projet, j'ai présenté à la personne. La personne, ça me semblait qu'elle partait de Versailles. Donc voilà, il m'a dit, bon, j'aime bien ton projet, reste avec la salle pour toi. Et voilà, et donc j'ai construit un petit business plan, j'ai regardé à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils font les studios ici, qu'est-ce qu'ils font les studios autour de moi, dans des autres villes un peu proches. Et voilà, et ce qu'on a aujourd'hui à pas doux, mais solide. Je pense qu'on commence à construire une communauté, on avance. Et ce que j'essaie toujours, je dis ça parce que c'est la vérité, quand on pense au temps de Covid, quand on était confinés, on a tous, je pense, en grande partie, on a fait des yoga à travers, tu vois, les vidéos, etc. Et on n'a rien payé. Pour moi, comme personne vient à Chalaom à faire un cours, il faut transmettre, moi ou les professeurs, on transmet quelque chose, parce que sinon, on fait du yoga à la maison en face YouTube et c'est tout. Enfin, il faut vraiment apporter quelque chose, parce que sinon, à quoi ça sert d'animer un cours? Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Et pourquoi Chalaom? Parce que Chala, c'est un nom en sanskrit, c'est-à-dire maison. Donc, on a beaucoup de maisons ici. Je n'ai pas envie d'ajouter une maison. Et donc, je me suis dit, en plus, c'est vraiment c'est beau dans le sens que, de nouveau, je pense que amener remarquer la tradition du yoga dans sa propre langue, en sanskrit, c'était pour moi une évidence. Si j'ai envie quelque part amener la tradition du yoga. Et parce que c'est un mantra qui nous connecte avec notre univers interne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver parfois plutôt qu'à l'extérieur vers nous-mêmes. Mais il faut juste trouver l'espace, les silences, les moments pour le faire. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez Chalaom? Et ce qu'on fait de cours, enfin on fait du yoga, bien sûr, mais aussi ça reste un espace de reconnexion et bienveillante. Donc on propose des cours de pilates aussi, et bientôt de body balance. On fait vinyasa flow, et on fait aussi candlelight, c'est-à-dire qu'on essaie d'ajouter un petit blind de détendre à la fin de nos cours. On fait aussi yoga de l'alignement et inspire en Iyengar, que c'est un type de yoga il met l'accent dans l'alignation. Et on utilise plusieurs accessoires pour faire la séance. Les chaises, les blocs, les polsters, les couvertures. On fait l'ashtanga aussi. On fait deux types d'ashtanga. L'ashtanga
un peu plus adressé pour les personnes qui ont pratiqué déjà la première série. On fait aussi ce qu'on appelle l'Awakening Ashtanga. C'est vraiment le premier contact avec l'Ashtanga, avec cette série déjà enchaînée avec toutes les postures. On fait Yin Yoga aussi, Yin Yoga, qui est une approche très douce. Et aussi, en pensant, oui, avec cette approche de, comme je te disais tout à l'heure, de mes valeurs, que, en tout cas, moi, c'est la façon comme j'aime bien me rejoindre avec les personnes, c'est à travers la transparence. Et on fait aussi un cours les vendredis, 2 fois par mois, qu'on appelle le Karma Yoga. Alors, le karma, parce que tout le monde dit karma, oh, le karma. Et en fait, à travers les regards de yoga, ou la Ayurveda, enfin les Védas, ce n'est pas la punition. Le karma, c'est justement le résultat de nos actions. On appelle justement justement en offrant quelque chose aux autres, on reçoit aussi de la même façon quelque chose bienveillant en échange. Donc pour ça, on a mis 2 fois par mois des cours de méditation gratuits. La base de nos méditations sont Shamatha et Vipassana. Et on les fait 2 vendredis par mois, de 9h30 à 10h30. Donc, les uniques choses qu'on demande, ce n'est pas des cours payants, sont juste de donner un don pour les personnes qui n'ont pas d'abri. Donc, au départ, moi, j'ai acheté de la nourriture, j'ai laissé aux personnes qui n'ont pas d'abri ici à côté. Mais voilà, après un petit incident, on fait plus ça, mais on les donne aux associations. Donc finalement, l'intérêt, c'est justement, tu vois, de nous aider. On médite et la méditation, il n'a rien à vendre de la méditation, il a plein de choses bénéfiques. Et en plus, on peut faire bien aux autres. C'est magnifique. Il y a aussi énormément de générosité donc, dans cette démarche, dans ce studio. Et oui, ça pourrait être donc une des valeurs, mais quelles sont les valeurs de Shalom? Sur quoi c'est construit? Oui, alors si on dit que c'est le dynamisme pour nous, c'est important, la tradition et l'alignement. En disant que cette pilière, on va dire, de notre approche, nous amène justement à profiter de cette mobilité, des mouvements, mais c'est pas seulement physique. C'est aussi à comprendre que la vie est faite aussi des hauts, des bas, des mouvements. Et ça apprend à s'adapter à ça. Donc c'est pour ça que les mouvements, c'est important. Il apprend goût de ces mouvements. Et aussi à respecter les corps. Parce que justement, une partie de nos cours sont dynamiques, sont exigeantes, sont challengeux parfois, mais justement, l'intérêt aussi, ce n'est pas de dépasser ton corps, c'est justement de respecter ton corps. Et au mesure cette petite connexion, le corps finit pour s'ouvrir ou pour entrer dans une posture. Et c'est vraiment parfois comme les enfants, quand un enfant te dit « Ah, j'ai réussi à faire ça », c'est un peu la même sensation qu'on ressent quand on fait une posture, c'est la première fois qu'on sent les sensations de cette posture, de nouvelle posture. C'est un peu la même chose qu'un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu fais ici dans son cours, quelque part, il va te laisser quelque chose pour ta vie au quotidien. C'est d'ailleurs ce que tu dis lors de la fin de la méditation, à la fin du cours. Oui, il te laisse. Chaque fois, oui. Ok. Après ce parcours, fait énormément de pas de côté, j'ai envie de dire. Ah oui. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs, à ceux qui voudraient changer de métier comme toi tu l'as fait? Ah bon, là, là parce que moi, je me sens pas donner des conseils aux autres, mais peut-être de ça à quoi? Oui, peut-être une recommandation. J'aime plus les mots recommandation, c'est de s'écouter, comme je dis. En fait, je pense que ce qu'il m'a mené, il me reste aussi aujourd'hui dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, tenir les coups de tous les défis parfois, ou les challenges de la vie, c'est d'apprendre à m'écouter, mais pas depuis, tu vois, cet endroit
ou en tout cas pour les femmes contrôlatrices ou les égos, il prend beaucoup l'espace, la tête. Vraiment depuis un coin plus sincère. Et je pense que quand on s'écoute depuis cet espace plus silencieux, on est capable de prendre les meilleurs choix. Et parfois, il faut aussi apprendre à dire je ne peux plus continuer ou je ne peux plus faire ça. Mais aussi à tenir. Je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, il me fait tenir, et je pense que le yoga va m'accompagner toute ma vie, c'est que je sais qu'à travers les cours et à travers la création d'une communauté, on laisse quelque chose dans la vie des autres. Et ça, pour moi, c'est important. C'est comme quand tu connais un artiste, il a une musique, toi, tu écoutes la musique, il t'accompagne par toujours cette mélodie. Ou quand tu te fais guider pour un thérapeute, il te porte quelque chose dans ta vie. Enfin, il a vraiment quelque chose que parfois les personnes peuvent apporter à une autre personne. Et je pense que pas tous les métiers, on n'a pas la chance de faire ça. Donc, ce qui est trop beau dans ce métier comme professeur de yoga, c'est ça ce qu'on laisse dans les autres. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on sait qu'on laisse, mais qu'on ne savrait jamais qu'est-ce qu'on laisse. Tu vois? Parce que de la même façon, les professeurs que j'ai eus, je sais qu'est-ce qu'on fait chez moi, mais je sais qu'ils ne savent pas. En quoi ça t'amuse? Non, parce que c'est drôle. Enfin, peut-être si on a l'espace, oui, bien sûr. Mais je vois pas dans quel moment je pourrais dire, je sais pas, les premiers professeurs que j'ai dit, waouh. C'est un professeur au Mexique, il s'appelle Amado Cavazos. Moi, je me souviens que j'étais dans son cours. J'ai dit, non, mais là, c'est quoi? C'était tellement excitant, à droite, à gauche. C'était la première fois que j'ai fait Ashtanga, justement. Et en plus, il est très, très exigeant, mais très, très sympa, très bienveillante. Et donc, je me suis dit dans ma tête, j'aime bien un jour être son élève, tu vois. Et donc, je ne l'ai jamais dit. Donc, pour ça me fait rire, parce que parfois, on pense des choses qu'on ne va pas forcément dire. Ouais. Et là, si jamais, on ne sait jamais, il nous écoute, t'aimerais lui dire quoi? Merci. Gracias. Oui. Ah oui, parce que finalement, il a laissé une petite graine qui m'inspirait pour continuer. Ouais. Pour dire, waouh, ça existe alors. Parce que quand j'ai commencé, c'était les hot yoga. Donc, les hot yoga, c'est une série assez fixe qu'on appelle aussi Bikram Yoga. Et avec l'Ashtanga, qu'il y a 3 séries. Aussi, c'est une série fixe, mais après, selon les professeurs, tu peux basculer dans la 2e, la 3e, ce qu'il fait. Et là, pour moi, c'est une dimension complètement différente. Oui. Ok. Avant de te proposer un petit exercice que je fais maintenant à chaque fois, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'on s'est dit un peu plus tôt dans cet échange et de savoir si aujourd'hui tu pouvais aller voir la petite Claudia qui avait des rêves de danse. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Tu as réussi finalement à faire ton rêve, mais d'une autre façon. Oui, parce que je danse pas. Oui, je danse, j'aime bien danser en plus. J'aime bien, j'adore la danse, j'adore la musique, mais c'était pas finalement comme on s'était envisagé quand j'étais petite. Et je pense que je lui dirais merci pour insister, parce que c'était moi qui toujours demandais à ma mère, maman, tu m'amènes, maman, tu m'amènes. Et donc, pour se faire confiance, peut-être, quelque part, à ses facilités depuis petite. Et voilà, donc, je pense que tous, on a un espace qui nous correspond, à travers les sports, les lois, la loi, et la médecine, enfin. Et mon travail, c'est le corps, l'esprit. Peut-être qu'enfant, tu n'avais pas encore accès à la spiritualité. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu voyais la danse. Oui, peut-être, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais du flow dans ton yoga, on peut dire qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de la danse. Tu apportes beaucoup de musique aussi dans tes cours, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Dans tous les cours qui existent.
Donc quelque part, on dirait que ce rêve, tu te l'es réapproprié et adapté à la personne qui a grandi. Oui, c'est vrai. Quelque part. Oui, oui, c'est vrai. Avec justement, tu disais tout à l'heure que dans certains pays, c'était beaucoup les postures, la rigueur, et que justement, tu n'avais pas poursuivi la danse du fait de cette rigueur. Et que toi, l'approche du yoga qui te touche, c'est le yoga dans sa globalité. Oui. Et donc ce yoga qui bouge et ce yoga spirituel. Et c'est vrai que quand on est un enfant, on n'a pas forcément accès à cette spiritualité-là. Non. Non, c'est bien vrai. Et tu sais, je pense que si on vit dans une époque, on n'a plus accès aussi à ce type de choses. Moi, je sais pas ma génération, mais en tout cas au Mexique, on n'avait pas des parents qui te disent, viens, on va méditer, on va... Non, pas du tout. En plus, mes parents travaillaient énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui nous sont parents, par exemple, moi, j'ai fait méditation, pas tout le temps. Et j'ai fait aussi des yoga avec mes enfants, bien sûr, pas tout le temps. Mais justement, avec ma fille, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce elle a vécu, et parfois, il avait des cas pour des moments traumatisants, avec des traumas. Et je me suis rendu compte qu'à travers la méditation, moi, j'avais j'ai construit tous les bouchons de vin, comment on dit, le corcho, les bouchons en liège. Voilà. Je l'ai fait une petite couverture en tissu. Et moi, je me souviens qu'après les chirurgies, je l'ai passé à travers le corps pour la faire conscience et sentir son bras, ses pieds. C'est une façon de méditation. Mais que je pense que depuis plus petit, nous sommes conscients de nos émotions, de nos sensations. On est plus propriétaire quand nous serons adultes de nos émotions. Oui, c'est pour ça que dans les cours, c'est important de ces connexions, comme je dis, corporelles. Et quand je balade un peu mon regard, c'est parce que je pense à la danse. En fait, quand on danse, je pense que les personnes qui sont danseurs se rendent compte qu'on est, il est en public, mais tu n'es pas là, tu n'es pas dans le public, tu fais ton truc et tu es dans ton monde interne. C'est ce qu'on fait qu'on danse. Et je pense que quand on fait un cours de yoga, c'est un peu pareil. Un professeur, il est un peu dans ce monde pour donner aux autres. Oui. Ok. Bien. C'est très, très intéressant comme entretien parce que c'est vrai on n'a pas beaucoup l'opportunité de venir à notre vie en arrière. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que ça te va si après être allée en arrière, si on allait un peu en avant? Oui. Et que je te fasse faire un petit exercice, justement, Oui. un peu de l'ordre de la méditation guidée. Oui. Un peu? Oui. Ça te va? Oui. C'est une visualisation. Oui, super. Alors, installe-toi confortablement comme tu as l'habitude de faire quand tu médites, justement. Je te propose, voilà. Pendant ce temps-là, je ne te regarde pas pour que tu sois tranquille dans ton univers. Afin de rentrer dans cet état de méditation, je vais t'inviter à prendre 3 respirations bien profondes afin d'installer le calme à l'intérieur de toi. Et puis, je vais t'inviter à te projeter dans un futur idéal dans 5 ans, en 2030. C'est un futur sans contrainte, tout est possible. Tu peux être où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. C'est toi qui décides. Où es-tu? Tu te réponds? Ah oui, je veux bien. À la plage. À la plage. Ok. Et c'est comment autour de toi? Le soleil, je suis avec ma famille, dans une plage que je connais. Oui. C'est très connu parce qu'en fait, c'est la plage de l'amour. Donc, on a un grand arc des pierres à côté. C'est un endroit que je connais. T'es habillée comment? Un maillot
2 pièces. Mhm. Quels sont les bruits autour de toi? Ce sont les vagues de la mer. Est-ce qu'il y a des odeurs? Ouais, maintenant, oui, ça sent la mer. Mhm. Et est-ce que tu as des sensations du vent ou quelque chose? Corporellement, tu ressens des choses? Oui, le soleil Mhm. sur la peau, sur les cuisses, sur les épaules. Et qu'est-ce que tu fais? Je regarde en face moi, avec ma famille. Et qu'est-ce que tu vois? L'océan et le coucher de soleil. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe autour de toi? Il y a des gens qui sont allongés et nous sommes la unique famille qui est debout. Mhm. Comment tu te sens là, dans l'instant, en train de regarder ce coucher de soleil avec ta famille sur cette plage? Je me sens ancrée, Ancrée. fière de mes enfants. Mhm. Et quel est ton rôle à ce moment-là? Je suis la maman, la reine de ma famille. Mhm. Et si on regarde un peu plus loin, quelle serait ta mission de vie à ce moment-là? Guider, Guider. guider mes enfants. Mhm. Mais accompagner mon mari. Il est à côté gauche, mes enfants sont côté droite. Mhm. Bien dans cet ancrage, dans cette mission de guide, je t'invite à respirer afin de profiter de cet instant sur cette plage avec ceux que tu aimes dans cette belle mission. Et quand ce sera OK pour toi, je vais t'inviter à revenir ici dans ton studio et puis de reprendre quelques respirations, peut-être de bâiller quand ce sera OK pour toi. Comment tu te sens? Apaisé. Apaisé? Merci. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour arriver là? Ah là, je pense qu'être congruente. Congruente, Oui, oui. congruente. Une chose que c'est challengeant d'être maman, c'est ça, la congruence. Ouais. Je sais pas, je vais dire une bêtise, c'est dors, c'est déjà 9 heures. Bon, tu peux dormir aussitôt, quand même. Dépêche-toi. Tu vois, enfin, des petites choses comme ça, parfois. Et donc, parfois, surtout ma fille qui commence à grandir, les conversations, les réflexions sont sont moins infantiles, on va dire. Et ça me laisse effectivement penser, par exemple, un jour, il m'a dit une chose que il m'a dit, tu sais, maman, quand on est maman, on s'occupe de nos enfants toute la vie, pas quand ils sont petits. Et je dis, comment ça? Bah oui, parce que ce n'est pas juste quand vous êtes, quand les bébés sont, enfin, quand ils sont petits, que vous s'occupez de nous, hein. On s'occupe toujours, hein. Je dis, ah bon, je ne m'occupe pas de toi? Bah oui, mais tu peux. Et c'est vrai, parce qu'il est très autonome avec les devoirs. Donc parfois, il a d'autres choses que je ne regarde pas. Mais tu peux quand même regarder mes devoirs. Oh là, tu imagines, je me sentis la pire maman du monde, quoi. Oh. Mais bon, enfin, et là, c'est vrai que pour moi, les regards de mes enfants, c'est important. Parce que finalement, comme je te dis, quand on a commencé les podcasts, je
pense quelque part, en tout cas dans mon histoire, la maternité, ça a croisé dans tout ce chemin. Ok. Si tu pouvais garder 3 mots de ce temps partagé, ce serait quoi? Reconnexion, tu m'as fait reconnecter avec même Claudia Petite, qu'elle ne le fait pas souvent. Merci. Je t'en prie. Écoute, je ne sais pas comment le présenter dans ce moment, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour parler de notre parcours. Et je pense que c'est une belle invitation, un bel projet que tu fais de laisser les autres partager nos histoires. Et pour ça, merci. Et je t'en prie, merci à toi. Et calme, je ne sais pas, c'est une façon aussi d'approcher, de poser les questions, de laisser sentir la personne à l'aise, confortable. Et ça, pour ça, de nouveau, je te remercie. Avec grand plaisir. Ok, donc c'est le moment de se dire au revoir. Donc encore un immense merci d'avoir accordé ce temps ici avec toi et pour ta confiance. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.